Chers amis lecteurs de Renaissance traditionnelle, le nouveau numéro, le numéro 207 de Renaissance traditionnelle, apparu au cours de l'été et vous pouvez désormais l'acquérir au cas très improbable où vous ne seriez pas déjà réabonné. Pour ça, il suffit que vous vous connectiez au site Renaissance traditionnelle et en renouvelant votre abonnement, vous recevrez très rapidement ce numéro 207. Je vous rappelle que la revue est désormais semestrielle et que le prochain numéro sera donc publié à la fin de l'année 2024. Dans ce numéro 207, il y a, comme c'est désormais la coutume, un dossier central. En fait, c'est la première partie d'un dossier central qui sera consacré à une approche historico-critique d'une triade complexe, colonnes, piliers, chandeliers, ces symboles et ces outils de la maçonnerie qui ont pénétré dans le rituel maçonnique au cours du XVIIIe siècle, mais dans des circonstances qui sont parfois assez étranges, et nous essayons de documenter ces circonstances et de faire comprendre ou d'essayer de suggérer ce que pouvait être l'intention des fondateurs en amenant dans le cadre maçonnique ces différents éléments matériels ou symboliques. Cette approche historico-critique qui délaisse le seul commentaire historique un peu désincarné ou symbolique parfois un peu échevelé, c'est évidemment la marque de fabrique de notre revue, et ce dossier central aura bien entendu une suite. Mais il y a également dans la revue, dans la grande catégorie des varias, c'est-à-dire des articles divers, d'autres découvertes pour vous dans ce numéro 207. D'abord un article de notre ami Philippe Langlais, qui est un article remarquable, iconographique. Je vous rappelle que la revue est désormais en quadrichromie intégrale, qui vous montrera la quasi-totalité des portraits connus et parfois très peu connus de Jean-Théophile Desaguliers, bien sûr, cette figure incontournable de l'histoire maçonnique. Et précisément dans les varias, il y a un autre article dans lequel j'essaie de vous présenter ce que j'ai appelé la lettre méconnue de Jean-Théophile Desaguliers. Il s'agit d'un texte rédigé par Jean-Théophile Desaguliers en 1718. On ne sait d'ailleurs pas vraiment, à l'époque où il rédige ce texte, s'il est déjà franc-maçon, et c'est une lettre préface qu'un auteur néerlandais qui a écrit peu auparavant un traité de théologie naturelle demande, une lettre préface que cet auteur demande à Jean-Théophile Desaguliers, ce qui d'ailleurs traduit bien la réputation européenne qui était déjà la sienne. Or, dans ce texte, dans cette lettre préface, Jean-Théophile Desaguliers parle du déisme et de la philosophie nouvelle. On a souvent fait parler Jean-Théophile Desaguliers, disant qu'il était latitudinaire au point peut-être de ne plus croire à grand-chose. On l'a fait parler sans référence à aucun texte, et tout simplement parce qu'il n'y en avait pas. Eh bien, il y en a un, et vous aurez la possibilité de le lire, non seulement de lire la traduction de ce texte, qui a été bien entendu rédigé en anglais, mais également tout un commentaire qui, j'espère, vous permettront de l'éclairer et de découvrir sur ces sujets importants la vraie pensée de Jean-Théophile Desaguliers. Et puis, toujours dans les varias, on vous propose un article de notre ami John Belton, qui est membre de la loge de recherche Quatuor Coronati de Londres, et qui nous propose un nouveau regard sur l'Union de 1813. C'est un événement capital de l'histoire maçonnique européenne, puisque en 1813, vous le savez, les deux grandes loges anglaises, qui avaient été en rivalité tout au long du XVIIIe siècle, ont décidé de s'unir. Mais dans quelles conditions, pour quelles raisons, avec quel sous-entendu? Eh bien, je vous laisse le soin de le découvrir avec John Belton. Toujours dans les rubriques récurrentes de la revue, dans la rubrique Retour au classique, nous réexaminons à nouveau frais certains ouvrages majeurs de l'historiographie maçonnique. Et cette fois, il y a un article qui est consacré à ce monument de l'histoire maçonnique qu'est l'histoire de la franc-maçonnerie de Robert Frick Gould, qui était évidemment un Anglais de la fin du XIXe siècle et qui a été en quelque sorte le fondateur de l'historiographie maçonnique moderne, le fondateur de ce qu'on appelle en Angleterre l'école authentique de la franc-maçonnerie. Il y a beaucoup de choses à dire sur cet ouvrage qui a façonné aussi certains mythes historiographiques qui sont parfois encore diffusés. Nous essayons de séparer en quelque sorte le bon grain
de livret. Il y a une autre rubrique qui s'intitule Francs-maçons du passé. Et dans cette rubrique-là, nous nous efforçons de jeter un peu de lumière sur les seconds rôles de l'histoire maçonnique, sur ces hommes et parfois ces femmes, vous le verrez, qui ont été un peu oubliés parce que le devant de la scène était occupé par d'autres. Et cette fois, nous nous intéressons à Jean-Jacques François Milanais ou Milanois, qui était l'un des compagnons, l'un des collaborateurs, l'un des proches de Jean-Baptiste Villermoz, mais avec qui il a eu par ailleurs maille à partir, mais surtout sa vie a fini tragiquement, et il a soutenu, en revanche, Jean-Baptiste Villermoz dans un certain nombre de controverses de la maçonnique de la fin du XVIIIe siècle. Vous verrez que la vie de ce personnage est tout à fait intéressante. Enfin, il y a un autre pilier, ou ce qui est devenu un pilier de notre revue, c'est-à-dire la rubrique Côté compagnonnage, qui est évidemment tenue avec une haute compétence par notre ami Jean-Michel Matonnière. Eh bien, vous découvrirez dans cette rubrique quelques notes sur le temple compagnonique d'Alphonse Fardin. Je ne vous en dis pas davantage, mais vous verrez, c'est tout à fait surprenant et intéressant. Enfin, dans notre revue, nous continuons, numéro après numéro, à vous proposer des analyses de livres, des comptes rendus de revues, et je vous le dis tout de suite, ce ne sont pas la recopie de la 4e de couverture ou de la notice de l'éditeur. Nous essayons de faire des analyses qui rendent véritablement compte d'une façon authentiquement critique des livres que nous estimons souhaitables de faire connaître, dont nous estimons qu'il est souhaitable de les faire connaître, et nous essayons aussi d'apporter des éléments dans ces comptes rendus. Et puis enfin, il va y avoir un événement. L'événement se tient à Paris le 5 octobre prochain. C'est le 7e colloque du Cercle Renaissance traditionnelle. Alors, il sera consacré en cette année de bicentenaire de la mort de Jean-Baptiste Villermoz au thème Jean-Baptiste Villermoz, qu'en reste-t-il 2 siècles plus tard? Vous pourrez entendre des conférences de Dominique Zerniol, de Jean-Marc Vivenza, de votre serviteur, et puis également de Dominique Clérambault. Il y aura également une participation de Gérard Jandet, tous des spécialistes reconnus de l'univers villermozien. Nous achèverons d'ailleurs cette journée par une table ronde sur le thème de la réception en notre temps de l'œuvre, de la vie et de l'œuvre de Jean-Baptiste Villermoz. Je pense que ça sera un très bel événement, une très belle journée. Vous pourrez consulter d'anciens numéros de RT, vous abonner. Vous pourrez également acquérir des ouvrages qui ont été rédigés par tous ceux qui interviendront au cours de ce colloque. Vous pouvez tenter de vous inscrire en vous connectant au site Renaissance Traditionnelle et vous trouverez tous les éléments nécessaires à cette inscription. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne lecture.